data d'IA en agriculture, on est plusieurs. On va se présenter et présenter nos structures respectives. Donc moi je suis Xavier Hosty, je suis responsable innovation chez Adventiel. Je ne sais pas si vous... Jérémy Foisy, je suis responsable commercial de la société Dilepix. Alain Herriot, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Philippe Carteron, moi également, à la Chambre d'agriculture, en charge de la partie élevage. Donc juste quelques mots sur Adventiel. Donc Adventiel, on est une entreprise de services numériques qui travaille pour les filières agricoles et alimentaires. Donc on travaille pour les entreprises qui vont de l'amont à l'aval des filières, en animal, en végétal, et on les accompagne dans leur transformation numérique en développant en fait des solutions sur mesure. Donc 85% de notre activité, c'est du développement sur mesure d'applications. Puis on a une activité d'édition de logiciels sur des sujets très spécialisés. On a une filiale qui s'occupe de solutions pour les laiteries. Ça va gérer tout ce qui se passe entre on tant qu'à lait et la laiterie, la collecte du lait par exemple. On a une filiale qui s'appelle Innovagro qui s'occupe d'une plateforme de traçabilité autour des labels, qui est la relation entre des porteurs de labels, AOC, des producteurs, agriculteurs qui sont adossés à ces labels et des organismes de contrôle. Il y a une structure qui s'appelle Céréo qui s'occupe plutôt de logistique de silos portuaires agricoles. Donc on est aussi partie prenante dans un marketplace pour les agriculteurs qui s'appelle AgriMaker, dans lequel il y a près de 30 000 agriculteurs. Donc moi je m'occupe de l'innovation qui est on va dire un service transverse à l'entreprise, et l'idée c'est de pouvoir être force de proposition sur un certain nombre d'innovations qui vont contribuer à fournir des réponses, en tout cas à des enjeux de filière, et puis on va vous les présenter un peu plus tard dans la présentation. Hop. Hop, hop. Donc pour Dilepix, c'est une présentation assez succincte. On est ce qu'on appelle une deep tech. On est issu du spin-off de l'INRIA, qui est un laboratoire en mathématiques et en robotique. Et on s'est positionné depuis 2018 donc, sur le marché de l'agriculture, et notamment plus particulièrement sur l'élevage. En clair, on est des spécialistes de la vision, du contrôle robotique par la vision et de l'intelligence artificielle. Et on produit des briques qui sont des briques de service, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de B2C, vraiment plutôt B2B. On offre aux industriels et aux fabricants de machines des briques qui permettent par la vision de faire des analyses sur les animaux, sur le bovin et aujourd'hui essentiellement sur le porcin. Et nos deux marchés principaux sont le porcin et la production industrielle d'insectes. Donc on travaille justement au sein de la ferme digitale avec des partenaires qui industrialisent la production industrielle d'insectes. Et voilà, aujourd'hui on va vous présenter parmi les cas d'usage qui sont présentés par Adventiel quelques cas d'usage qui sont spécifiques à Dilepix. Donc nous on n'est pas une start-up, là, ça c'est clair. Donc les chambres d'agriculture, c'est une grosse structure de l'échelon national avec la PCA, et après c'est une chambre, effectivement, nous on est une chambre Pays de Loire où c'est 700 salariés, et notre métier n'est pas clairement sur le numérique, en tout cas pas que sur ça. Mais néanmoins on a une ambition numérique, et notre ambition elle est autour de plusieurs axes. On a un axe agriculteur où on cherche à faciliter le travail des agriculteurs. Pour ça on a ce qu'on appelle des plateformes qui sont disponibles comme on a déjà. Et puis on travaille aussi notamment sur tout ce qui est OAD, mise en place d'OAD nouveaux à destination des agriculteurs, dans une logique où on veut des OAD qui sont efficaces, et on va en tester un certain nombre dans les missions qu'on peut avoir. À l'échelon national, on travaille sur ce qu'on appelle le numérique et la collaboratif au niveau agricole. On est partie prenante de Hack Data Hub, donc forcément c'est un sujet qui nous préoccupe, parce que ce qui est important effectivement pour les agriculteurs, c'est une facilité de passer d'une structure à une autre en matière de transfert de données. Et puis on a un troisième axe qui est une spécificité peut-être plus à l'échelle des Pays de Loire, en tout cas pas que des Pays de Loire, mais qui en tout cas chez nous est présente. On contribue au projet de R&D au niveau dans le numérique. On a conduit différents projets de R&D. On a deux digifermes, alors ça part sûrement à tout le monde à peu près, mais c'est quand même une spécificité dans nos fermes expé. Sur les 4 qu'on a, on en a 2 qui sont labellisés aujourd'hui digifermes. Donc c'est forcément des sujets qui nous intéressent. On a travaillé sur RDEX, un projet sur de la valorisation satellitaire.
Airdex c'est pareil, Epsilon, on est aussi dans ces champs-là, 5 4Agri, donc là on est 5G 4Agri, on vous en reparlera, c'est un projet qui est centré sur la 5G. E-clôture, là on est sur ce qu'on appelle les clôtures virtuelles, vous voyez, et là on pourra en prendre un certain nombre, il y en a dans le champ de l'élevage aussi, puisque nos fermes sont aussi sur ces sujets-là. Alors, ok, donc là l'idée en fait, on va enchaîner sur une présentation. Alors, l'idée c'est d'avoir des intervenants qui sont complémentaires, parce que nous, on est vraiment une ESN qui va à la fois travailler pour des acteurs de l'AgTech que sont les champs d'agriculture. Donc il y a un certain nombre d'exemples en fait qui sont issus de travaux qu'on a menés ensemble, et aussi avec des startups donc, qui eux vont produire des choses plus pointues qu'on va pouvoir intégrer. Donc nous, en tant que ESN, on va pouvoir les industrialiser, potentiellement les amener sur le terrain. C'est bien l'objectif, dans un contexte de filière que Jérôme a bien décrit, avec un certain nombre d'enjeux autour d'une agriculture durable, connectée. Derrière, on va parler d'agriculture évidemment de précision, de mettre la bonne chose au bon endroit, au bon moment, avec la bonne dose. Et donc, tout ça, ça va pousser à générer des transformations dans les entreprises autour de la data, parce que pour pouvoir accompagner cette agriculture durable et connectée, on va devoir travailler de plus en plus de données. On sait que 80% des données qui existent dans le monde aujourd'hui ont été générées dans les 2 dernières années. Donc là, ça va fortement modifier tous les systèmes informatiques d'entreprise. Et donc, il va falloir innover pour ça. Et dans un contexte aussi où on a de nombreuses attentes des consommateurs, de traçabilité, on parle de traçabilité de la fourche à la fourchette, du pied de la vache à la brique de lait. Et donc là, pour ça, on va devoir effectivement outiller, numériser, et ça va aussi, dans ces attentes sociétales, intégrer des problématiques autour du bien-être de l'animal, du bien-être de l'agriculteur, et donc on va devoir contribuer à ça. Donc effectivement, il y a aussi, enfin, toute la capacité à, on va dire, descendre de l'intelligence dans les bâtiments, dans le matériel, pour pouvoir automatiser la remontée de données. Donc pour répondre à ces enjeux-là, finalement, dans nos mains, on a plusieurs cartes, des cartes technologiques qu'on va pouvoir mettre en avant. Toute la problématique d'agrégation automatique de données sur le terrain. On va parler de données d'ambiance, température, humidité, luminosité, mais aussi on va parler de données de tracking, par exemple, de pouvoir suivre des animaux, du matériel, et des nouveaux canaux qui arrivent autour du monitoring, avec des canaux comme l'image, la vidéo, le son, et donc qui vont pouvoir être utilisés. On va montrer quelques exemples qu'on a en cours chez les uns et les autres. On a parlé de la data. Effectivement, on va devoir innover, avoir des systèmes qui peuvent stocker massivement de la donnée, avec des systèmes scalables, élastiques, capables d'agréger des données, de les traiter rapidement et de les mettre à disposition rapidement. Donc tout ça, ça change en fait tous les systèmes de stockage traditionnels. Évidemment, avec des technos aussi autour de la traçabilité, comme la blockchain, on en a parlé, qui est capitale dans la traçabilité. L'intelligence artificielle, c'est incontournable de l'acquisition de la donnée sur le terrain jusqu'à sa valorisation. Notre capacité à prendre du passé pour prévoir l'avenir, prolonger des courbes, mais on va aussi avoir un certain nombre de cas d'usage autour de ça. La dernière carte, c'est plutôt comment faciliter l'accès au numérique sur le terrain pour les utilisateurs finaux que sont les agriculteurs, les techniciens. On va parler de mobilité augmentée, on va parler de conversationnel, on va parler de vocal. Tout ça, c'est des technos qui vont aider l'agriculteur sur le terrain. Et donc, finalement, quand on adresse les grandes thématiques des enjeux de filière, quand on parle d'environnement, de carbone, de bien-être animal, de traçabilité, l'interopérabilité entre les entreprises, les plateformes jusqu'aux consommateurs, ou de faciliter l'accès au numérique, finalement, on va devoir cumuler l'utilisation d'un certain nombre de technologies d'innovation pour faire des services complets. Donc si on prend le premier thème, qui est en fait l'acquisition automatique de données sur le terrain, on va devoir agréger un certain nombre de technologies, des technologies de capteurs. Donc là, l'idée, c'est de savoir ce qu'on veut capter sur le terrain, et donc il y a des acteurs spécifiques et spécialisés, en tout cas plus spécialisés que nous sur le sujet. Donc c'est de choisir le bon capteur.
de choisir la bonne connectivité, la bonne façon de remonter de la donnée sur le terrain. Et après, une fois qu'elle est remontée, il va falloir la stocker, la valoriser et du coup faire des services, des outils de la décision qui vont aider à l'agriculteur ou le technicien à prendre des décisions. Donc on va avoir qu'on soit dans des environnements de ferme agricole ou des environnements industriels. Finalement, on a parlé des données de capteurs, des données d'ambiance, et on va pouvoir utiliser différents types de réseaux, des réseaux courte distance. On va passer par des boîtiers intermédiaires qui sont mis dans les bâtiments, sur du matériel ou des véhicules, ou alors on va pouvoir aussi utiliser des technologies qui font de la remontée de données à longue distance, à plusieurs kilomètres, avec des réseaux comme LoRa ou Sigfox. L'idée étant de pouvoir rajouter une strate de données dans le système d'information d'entreprise qui va croiser avec les autres données pour permettre d'avoir des outils à la décision pertinents. Pour montrer un exemple autour de ça, un projet qu'on a porté depuis 2020 qui s'appelle Chronopâture. L'idée c'est sur une thématique autour du pâturage. On sait que le pâturage aujourd'hui c'est quelque chose qui est favorable pour avoir plusieurs aspects. Donc c'est déjà favorable en termes de bien-être animal, parce que finalement l'herbe c'est l'aliment le plus naturel pour les animaux. Ça va baisser aussi des problématiques de santé animale, des boiteries, etc. C'est très favorable pour la biodiversité. Et donc l'idée c'est d'avoir du pâturage de qualité. Et puis donc finalement les consommateurs se sont emparés du sujet. Ils ont demandé plus de traçabilité autour de ça. Et la filière s'est mobilisée en créant des labels, des AOC, des AOP, qui intègrent des indicateurs. Et finalement, pour nous, entreprises du numérique, la problématique, c'est comment aider à factualiser ces indicateurs. Et par exemple, ici, dans ce cas-là, le nombre de jours passés par les animaux à l'extérieur. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faciliter cette traçabilité. Donc on a imaginé une solution dans laquelle on va intégrer des capteurs avec une technologie GPS, avec des remontées de données via des réseaux longue distance, LoRa et Sigfox, dans une plateforme, un cloud, Chronopâture, qui permet après à l'agriculteur d'avoir à la fois des fonctionnalités pour lui, mais aussi aux porteurs de label d'avoir la traçabilité associée, donc de pouvoir prouver aux consommateurs les pratiques. Donc pour ça, on a travaillé avec un partenaire start-up pour encapsuler. Donc nous, on a montré qu'il manquait un capteur sur le terrain. On a été chercher une start-up qui a du coup encapsulé cette technologie dans un collier adapté aux conditions d'élevage, avec une remontée de données toutes les 15 minutes et qui permet d'avoir une traçabilité très fine du déplacement des animaux dans les parcelles, mais aussi entre les parcelles, et donc de pouvoir tout stocker derrière pour pouvoir le valoriser ensuite. Donc l'agriculteur, lui, il va gagner du temps, il va pouvoir gérer, voir où sont ses animaux à l'instant T, tracer ses paddocks, donc surveiller dans quel paddock sont remontées les données, et avoir un carnet de pâturage qui aujourd'hui était rempli manuellement, qui va se remplir automatiquement avec la remontée des données de capteurs, et donc ça va lui faire gagner du temps. Donc après, on a travaillé en 2021 sur finalement un outil complémentaire qui pourrait l'aider dans son quotidien. C'est en fait sur l'optimisation du pâturage, parce que l'idée c'est de pouvoir déterminer dans quelle parcelle mettre ses animaux à l'instant T. Donc pour ce faire, on a intégré de l'agrégation de données satellitaires via un satellite qui s'appelle Sentinel-2, qui remonte des données multispectrales, et on a créé un modèle à partir d'un certain nombre d'études scientifiques qui permet de transformer ces données-là en volume d'herbe disponible par parcelle. Alors l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de pouvoir aider l'agriculteur à ordonner ses parcelles et donc de déterminer dans quelle parcelle mettre les animaux, et donc de valoriser au mieux son capital herbe, donc les ressources naturelles de l'exploitation. Donc là, on a toute la traçabilité de l'évolution aussi de la biomasse disponible par parcelle. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un enjeu gagnant-gagnant entre l'agriculteur et lui qui va avoir son de service en plus et qui va contribuer à la traçabilité ensuite. Un exemple complémentaire autour de justement l'agrégation de données satellitaires. Oui, alors, c'est forcément quand on parle je vous mets ça, c'est fatigant.
Quand on parle d'agroécologie, effectivement la dimension satellitaire et ce qu'on peut capter de ce qui se passe effectivement dans les parcelles, c'est au cœur de toutes nos réflexions aussi. Et le choix effectivement à l'échelon, alors ça c'est dans un cadre national, mais on a fait le choix de créer une plateforme qui s'appelle Messatimage, et les chambres se sont dotées finalement d'une plateforme qui permet à un moment donné d'intégrer un ensemble de modèles, alors du type effectivement de ce que vous avez présenté à l'instant là sur la partie prairie, entre autres. Mais là, je vais juste vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui sur des choses assez classiques en culture. Mais notre choix en tant que structure de développement, ça a été d'intégrer ça avec une stratégie où aussi ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir être acteur de faire bouger ces modèles-là au fil de l'eau. Et la force des chambres, globalement, c'est aussi d'avoir des grosses capacités de tester des choses. On a beaucoup de réseaux, on a tout ça. Donc on met ça, ce service-là, quelque part à la construction de modèles qui sont éprouvés, parce que notre enjeu, c'est d'avoir des modèles qu'on amène chez les agriculteurs au final, qui sont le plus éprouvés possible, quoi. Parce que sinon, un modèle qui n'est pas éprouvé, il fait une année et puis il en passe pas deux, parce que les agriculteurs ils disent finalement non, ça n'a pas marché. Et on le voit y compris avec des modèles qui sont hyper éprouvés, type ce qu'on apporte aujourd'hui. Nous, on a un modèle qui s'appelle, quelque chose qu'on utilise qui s'appelle OptiProtect avec Arvalis sur la prévision des stades, etc. Et on a des retours des agriculteurs qui nous disent ouais, mais c'était pas juste, c'était pas juste. Donc c'est une vraie difficulté d'avoir des choses où on leur apporte des choses qui sont le plus précises possible et en leur montrant aussi toute la limite de ces outils-là, qui restent des outils de décision, quoi. Donc on a créé cette plateforme. La particularité et le choix qu'on a fait, c'est de l'articuler aussi avec un outil qui s'appelle Mes Parcelles, qui nous permet d'accompagner 40 000 exploitations. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, on ait des basculements qui sont faciles pour que les agriculteurs, ils ont qu'un seul outil en termes de visibilité pour eux. Et la plateforme, donc aujourd'hui, on travaille sur le pilotage, la fertilisation. Alors on a des projets sur la partie prairie aussi. On regarde des choses autour aussi de la viticulture, donc qui sont aussi des projets qui sont chez nous, quoi. Je vais juste avancer. Donc notre schéma, il est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement une acquisition d'images, des chaînes de traitement, des produits intermédiaires, on y rajoute de la donnée climatique avec des modèles agronomiques. Et puis effectivement, la force qu'on a, c'est à un moment donné qu'on ramène ce qu'on appelle l'expertise des chambres d'agriculture, parce que les chambres d'agriculture, c'est quand même aujourd'hui 8000 collaborateurs à l'échelon France, et il y a beaucoup d'ingénieurs dans les 8000, donc c'est évident qu'à un moment donné, on a cette capacité aussi à trouver des choses, à aller chercher des informations qu'on a pu capitaliser, qu'on n'a pas toujours bien capitalisées, parce que les chambres d'agriculture font des essais depuis de nombreuses années, et on les a sans doute pas suffisamment stockés pour les valoriser. Parfois, on sort des documents papier pour aller chercher des informations. Et donc, du coup, on est sur ce schéma-là et on arrive toujours effectivement avec des éléments de conseil derrière, quoi. Alors, je vais avancer. Donc, là, je vous ai mis le descriptif dans lequel on est. On a un schéma, effectivement, sur la partie satellitaire. On fait de la détermination de biomasse, qui sont des choses assez classiques, hein. On va déterminer, effectivement, la quantité d'azote absorbé. Et puis, donc, on a de la donnée spécialisée. À ça, nous, on y a ajouté des modèles agronomiques qui sont des modèles de détermination de stade, détermination du besoin en azote, pondération de protéines, pondération de minéralisation. Et c'est là qu'on vient apporter tout notre savoir-faire avec l'ensemble des essais qu'on a pu produire sur ces questions-là à un moment donné pour alimenter ces modèles agronomiques. Puis on a des livraisons de cartes de biomasse assez classiques, cartes d'azote absorbée, etc. Donc si on peut avancer, Julien. Donc voilà, qui ressemble à ça. Mais avec la particularité que forcément, comme on part de cette plateforme Messatimage, on renvoie ça dans Mes Parcelles, avec à la clé tous les outils, effectivement, des fichiers de modulation qui sont directement produits à partir des outils existants. Donc nous, on croit beaucoup, effectivement, globalement, à ce type de choses, pas que sur ça, sur y compris toute la partie phyto, parce qu'on pense que c'est effectivement une voie pour atteindre ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est une façon d'emmener des exploitations qui ne viennent pas dans une réflexion par une porte d'entrée, réflexion toujours système, hein, mais qui vont venir par une porte d'entrée plutôt outil. Et ça nous paraît intéressant pour faire bouger les lignes, sachant que les deux, à un moment donné, vont se rejoindre, c'est-à-dire que quand on commence à bouger des choses dans un système et qu'on les bouge par une porte d'entrée outil, on va se poser d'autres questions qui vont peut-être amener à bouger d'autres lignes qui vont être des lignes plutôt systémiques. Donc, si on parle maintenant intelligence artificielle, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, effectivement, c'est un sujet capital. Le fait est qu'en fait, il y a un certain nombre de planètes qui se sont alignées ces dernières années.
Le sujet là, c'est le truc qui était traité depuis on va dire les années 70, mais il y a eu quand même ces planètes qui sont alignées avec l'arrivée du cloud, l'augmentation de la puissance de calcul, le fait qu'on ait de plus en plus de données, et donc qui ont permis de valider en fait un certain nombre de modèles qui avaient déjà été, on va dire, mis en œuvre, mais pas complètement aboutis. Et donc finalement, l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique se sont mobilisés autour de ça, notamment les très grands. Donc du coup, et ça a fait évoluer beaucoup cet écosystème, et donc qui permet aujourd'hui d'envisager d'avoir effectivement, grâce à ces datas massivement agrégées, plus cette puissance de calcul, des applications qui peuvent être vues comme plus intelligentes. Donc finalement, on parle beaucoup de machine learning, et ici on va... Si on compare des programmes classiques où on suit une suite d'instructions pour arriver à un résultat, le cerveau humain qui apprend par l'expérience, ici dans ces sujets de machine learning, on va essayer d'apprendre par les données, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre du passé pour prévoir l'avenir. Voilà. Et donc on a beaucoup d'entreprises se posent la question de savoir s'il faut y aller. On voit que c'est un marché qui est en train d'évoluer beaucoup. Aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à 51 milliards d'euros en 2022, qui va passer à 126 milliards d'euros en 2025. On a un rapport de presque 4. Et à droite, on voit aussi l'augmentation du nombre de brevets faits par les grands acteurs du numérique autour de l'IA, qui est lui aussi en train d'augmenter de manière exponentielle. Et la courbe du Gartner, en fait, on voit que l'IA est présente partout. Et on voit aussi l'autre indicateur qui est intéressant, c'est les niveaux de maturité. On est sur des technos qui sont matures à 2-5 ans, et là on voit que c'est des choses très très proches du marché. Alors pourquoi les entreprises doivent y aller? Pour mieux anticiper les choses, pour mieux produire et pour mieux vendre. Donc il y a beaucoup d'intérêt autour de ça. Donc si on l'applique à l'agriculture, finalement mieux anticiper. On va parler de mieux anticiper en termes de santé, santé animale, mais aussi santé végétale. Donc du coup, grâce à l'intelligence artificielle, mieux produire. Du coup, on va pouvoir mieux prévenir, en fait, anticiper des dates de récolte, des dates de semis, des volumes de production, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mieux produire, ben, on va mieux observer. On a parlé de l'ambiance, du tracking, du monitoring vidéo, sonore ou image. Mais aussi on va pouvoir optimiser les intrants, les phytos, les semis, et on va aussi mieux optimiser tout ce qui est logistique, les trajets, et on parle d'économie d'énergie. On va aussi avoir des enjeux autour des déchets, mieux valoriser les déchets, les diminuer. Et donc ça, c'est des sujets qui sont très importants pour l'ensemble de l'écosystème agricole. Le dernier pan, c'est mieux vendre. Donc c'est mieux valoriser en fait les données historiques clients pour pouvoir anticiper et améliorer la relation client. Donc engager la conversation avec le bon client au bon moment sur le bon sujet, c'est bien de ça dont on parle. Renouveler des commandes automatiquement et aussi mieux prévoir des prix, des ventes. Tout ça, c'est des enjeux très importants. Donc si on fait un petit focus rapide sur un exemple qui peut être le bien-être animal, en termes de bien-être animal, il y a des enjeux très forts. Donc la première chose, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer. Donc diagnostiquer des problématiques de santé, par exemple, de santé animale. L'étape d'après, c'est de prédire, d'anticiper. Donc là, on parle bien de la fonction de prolonger des courbes. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir contourner les problèmes, donc de les prévenir. Donc pour faire ça, on a plusieurs sources de données. On va avoir des données assez traditionnelles, comme des données d'analyse en animal, en végétal, des choses qu'on a déjà dans les systèmes informatiques, et des nouvelles données autour de la remontée de données de capteurs. Alors ça y est, ça commence à être très fortement utilisé dans les exploitations et puis dans les entreprises agroalimentaires, et des nouveaux canaux autour de l'ambiance autour du végétal ou de l'animal, les données d'ambiance, les données d'imagerie, les données audio, et après, effectivement, l'étape d'après, c'est tout ce qui est omique, donc autour de la génétique, l'ARN, etc. Et
l'objectif final, donc là on est plutôt à 5 ans, c'est de croiser toutes ces données-là. Donc on va prendre quelques exemples de cas d'usage qu'on a menés à plusieurs. Là on voit que c'est sur des projets, nous effectivement, pour corroler ce que dit Alain, on travaille nous avec les chambres d'agriculture, avec des spécialistes, des gens qui sont plus spécialistes que nous. On a des ingénieurs agro chez nous, mais pour autant on a pu mener des projets collaboratifs, notamment avec les chambres d'agriculture autour de, je parlais tout à l'heure de factualisation de notes ou d'indicateurs. Il y en a une qui s'appelle la note d'état corporel, c'est une note qui permet d'évaluer la santé animale d'un animal, et l'idée c'est de pouvoir factualiser ça à travers de l'analyse d'image et reproduire finalement un arbre de décision visuel qui est aujourd'hui utilisé par des techniciens sur le terrain. Et donc la problématique, c'est que ces techniciens, il y en a assez peu, et il y a un enjeu très fort autour à la fois de l'homogénéisation de ces notes et de la systématisation de l'enregistrement de ces notes, parce qu'aujourd'hui elles sont très peu enregistrées. Donc c'est un projet qu'on a mené avec les chambres d'agriculture, et notamment les fermes XP. Peut-être tu veux en dire deux mots, Philippe ? Oui, effectivement, comme ça a été dit, au niveau des chambres d'agriculture, on a des fermes expérimentales sur lesquelles il y a un certain nombre de travaux qui sont conduits, et donc au travers de cet exemple-là, on voit bien l'intérêt d'avoir cette note pour des aspects de bien-être animal, mais aussi de conduite. On peut très bien utiliser cette information pour le pilotage de son troupeau au quotidien. Et ce qui nous intéresse, nous, en tant que chambre d'agriculture, mais j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, peut-être quand on sera dans la phase de questions-réponses, c'est de densifier, c'est de massifier les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un projet, une idée, il faut qu'elle puisse être utilisée par le plus grand nombre d'agriculteurs et que l'innovation arrive jusqu'aux agriculteurs. Alain parlait tout à l'heure de mes parcelles, il évoquait le fait que c'était utilisé par 40 000 agriculteurs au niveau France. Si je vous prends un autre exemple dans le domaine animal, nous on travaille sur un outil de pilotage de troupeaux avec nos partenaires des conseillers en élevage. C'est une solution qui est utilisée par 20 000 éleveurs, quoi. Donc c'est pas 10, 100 éleveurs qui utilisent une innovation qui est sortie, quoi. C'est vraiment, on densifie, on massifie. Et donc sur des projets comme ceux-là, notre idée c'est qu'effectivement, si on les accompagne, c'est qu'ils puissent être utilisés le plus possible ensuite. Ok, merci. L'audio, c'est un autre canal. Alors du coup, on a commencé à y travailler en 2018. L'idée, c'est de pouvoir remonter des données sonores, comment on remonte des données d'ambiance, en utilisant du machine learning. Donc du coup, on a travaillé sur ce sujet, sur des problématiques en santé animale. On a commencé sur ce sujet-là, de la santé animale. L'idée étant de pouvoir remonter, à partir d'apprentissage, des données autour des maladies respiratoires, des toux, des sniffs, voilà. Donc on a travaillé à partir de données de l'IFIP sur la remontée de ces données-là, et en créant des modèles prédictifs qui permettent de faire ça. Donc on va annoter des bandes sonores et on va pouvoir remonter un événement sonore comme un événement d'ambiance. À telle heure, minute, seconde, j'ai eu une toux, un sniff ou des choses comme ça, et pouvoir remonter ça en live dans des tableaux de bord pour pouvoir les valoriser ensuite. Donc ça, c'est intéressant sur des sujets en bien-être animal, mais aussi là on l'applique sur de la surveillance de bâtiments, parce que on sait quand on rentre dans un bâtiment, il peut y avoir des bruits anormaux, et ça peut être intéressant autour de ça. Le cumul de l'image et de l'audio, c'est la vidéo pour le coup, et il y a des enjeux pour les entreprises. Donc dont on a commencé à tester des choses. Là, on va montrer des exemples en bovin, mais aussi, en porc, avec des exemples d'IVPix. L'idée, c'est de pouvoir monitorer, suivre. Il y a Copic aussi qui est un acteur important sur le sujet, traquer des animaux, les surveiller, compter des animaux dans des zones, savoir évaluer les comportements, les interactions entre les animaux, et grâce aussi à du machine learning et donc de l'apprentissage fait à partir de vidéos. Donc concernant Advancian, on a travaillé avec aussi les chambres d'agriculture et un autre acteur qui est Alice autour du monitoring en bâtiment. Là, on est sur des prototypes autour de l'identification individuelle des animaux et du tracking. Donc on voit qu'on a des technologies qui sont assez matures qu'on peut utiliser pour surveiller. Et donc l'idée étant de pouvoir après surveiller à distance les animaux et à la fois
de les traquer et de les identifier et d'évaluer leur comportement. Un intérêt important pour ça. Oui, si je peux me permettre, et oui, effectivement, en tant que chambre d'agriculture, on est en charge effectivement d'une mission de service public qui consiste effectivement à identifier les animaux. Donc vous l'avez vu sur la photo, sur l'image plutôt, donc la pose notamment de boucles sur un animal. Alors on a franchi un premier pas avec le bouclage électronique, qui reste certes volontaire, mais qui est possible pour des éleveurs qui ont des applications ensuite qui utilisent cette technologie-là. Mais on voit bien qu'on passe un cran supérieur avec le type d'application dont on parle là, et donc la possibilité effectivement, voilà, pour un éleveur dont la taille de troupeau est conséquente, d'avoir une identification très rapide de son animal, et puis ensuite de pouvoir intervenir, faire des choses en lien effectivement avec ce qu'il aura pu détecter au travers de cette captation d'image. On va passer sur un exemple d'ILEPIX pour le coup. Alors, nous, aujourd'hui, on travaille en partenariat, notamment avec l'INRAE et l'IFIP, sur, pareil, des technologies qui vont permettre de suivre l'activité des animaux. Donc, on s'est concentré chez Delépix sur le porc. Pourquoi? Parce que chez le porc, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'IoT, il n'y a pas d'accéléromètre, parce que le cycle de l'animal est déjà plus court, et aujourd'hui, vous mettez des boucles avec des appareils type accéléromètre à des porcs, vous allez avoir une bonne partie qui va être dégradée ou enlevée. Et donc le but c'était la technologie d'ILEPIX, on vient du contrôle robotique, donc on a notamment de l'INRIA, des technologies qui permettent de faire du tracking avancé, et c'est d'être capable justement de traquer les animaux et de produire de la donnée individualisée. Donc là c'est vraiment un basculement, notamment dans ce genre de production où aujourd'hui on gère les animaux au lot. Avec ce type de technologie, on va pouvoir aller jusqu'à le suivi individuel. Et justement, pour rebondir sur la remarque, c'est sur le porc, c'est un peu compliqué d'identifier les animaux avec des algorithmes de vision par ordinateur, parce que vous avez des animaux qui se ressemblent énormément. C'est pas comme des vaches laitières avec des robes qui sont distinctives. Et donc le but justement, c'est d'associer différentes technologies. Donc on est sur des projets aujourd'hui avec l'IFIP et l'INRAE qui vont associer par exemple l'identification RFID des animaux à chaque passage au DAC, à chaque passage à l'abreuvoir. Vous allez avoir une boucle d'identification qui va permettre de dire l'animal qui est dans le DAC ou à l'abreuvoir est l'animal numéro 21. Et ensuite, notre technologie va permettre de le traquer dans l'espace. Alors bien sûr, avec un taux de réussite qui n'est pas de 100%, mais l'idée c'est vraiment d'aller combiner deux technologies, deux façons d'identifier les animaux et de suivre leur activité. Et ça, c'est à la base de plein d'applications derrière. Pourquoi? Parce que quand on regarde le bovin, l'accéléromètre permet de construire des modèles à partir d'une simple mesure d'activité. Aujourd'hui, on est capable de prédire des velages, des chaleurs, plein de sujets différents. Et c'est ce qu'on va aussi essayer de faire sur le porc. C'est pas le savoir-faire de Delépix, c'est le savoir-faire plutôt des chambres d'agriculture, des centres de recherche. Mais l'idée, c'est quand on est capable de mesurer l'activité, derrière, il y a beaucoup d'applications. Et là, aujourd'hui, par exemple, le cas que je vous présente chez l'INRAE, c'est aller moduler la ration chez les truies gestantes. Pourquoi? Pour avoir des gains de prolificité, de pouvoir adapter vraiment l'alimentation à chaque animal. Et aussi pour l'IFIP, c'est d'aller mesurer les interactions entre les animaux. Donc bien sûr, il y a des sujets au niveau du bien-être, mais aussi des sujets au niveau qui sont entre le bien-être et la santé animale, comme la codophagie par exemple, qui va être un gros sujet dans les années à venir en France, et d'être capable déjà dans un premier temps de détecter, et demain, avec l'intelligence artificielle et le traitement des algos, de prédire aussi ces situations-là. Ok, donc du coup, localisation mouvement, on a eu l'exemple tout à l'heure avec Chronopatcher. Si on prend la dernière carte, rapidement, les nouveaux modes d'interaction, donc on voit que les interfaces utilisateurs ont beaucoup évolué, donc il y a un petit motion design qui va expliquer ça. Les interfaces utilisateurs ont beaucoup évolué depuis les années 90. Ordinateur avec clavier souris, premier smartphone, pilotage gestuel, kit main libre, réalité augmentée et enfin l'arrivée des interfaces conversationnelles vocales ou textuelles. Aujourd'hui, notre quotidien est rythmé par la technologie et ses différentes interfaces. Avec l'essor de ces technologies, l'utilisateur est aujourd'hui confronté à une diversité d'outils numériques.
pas toujours faciles à utiliser, y compris dans le cadre de son travail. Ces dernières années, les assistants virtuels ont fait leur apparition. Ces outils sont aussi appelés robots conversationnels et utilisent l'intelligence artificielle. Parmi eux, on retrouve notamment les chatbots et les voicebots. Je suis dotée du langage naturel et d'une intelligence artificielle qui aide à comprendre l'intention des utilisateurs. Je peux discuter à l'écrit comme à l'oral. Je suis notamment utilisée pour consulter ou enregistrer de l'information sur le terrain. Le premier intérêt de mon utilisation est le gain de temps. Je suis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'assure une continuité du service pour l'utilisateur, tout en permettant une centralisation des outils dans une même interface souvent déjà existante, comme les interfaces de messagerie telles que le SMS ou Messenger. Prenons l'exemple d'un éleveur qui souhaite effectuer une déclaration liée à son cheptel. Il aura juste à l'indiquer via la conversation dédiée à cet usage dans son outil de messagerie pour que l'information soit prise en compte et entraîne les actions nécessaires. Côté entreprise, les assistants virtuels permettent la mise en place de flux d'informations personnalisés vers les producteurs ou les techniciens. L'assistant virtuel engagera alors la conversation avec l'utilisateur au bon moment, sur le bon sujet. Confirmer un renouvellement d'une commande, l'heure et la date d'un prochain rendez-vous. Ou tout simplement pour l'aider sur le terrain en lui envoyant des rappels ou des alertes. En résumé, les assistants virtuels représentent un réel atout pour les entreprises leur permettant, via la valorisation de leur historique de données, d'améliorer la relation client. En intégrant ce nouveau canal conversationnel innovant, les entreprises élargissent la plage d'interaction avec leurs utilisateurs et simplifient l'accès à leurs services numériques sur le terrain. Donc là, en fait, on va aussi utiliser l'intelligence artificielle, parce que pour faire du conversationnel, on va devoir apprendre à reconnaître des intentions. Donc au lieu, vous l'avez compris j'espère, au lieu d'installer une application, on va finalement ajouter des contacts dans sa liste de contacts, et les contacts, donc, ce sont les entreprises avec lesquelles on interagit. Et donc finalement, ces entreprises vont pouvoir interagir avec vous, et vous allez pouvoir interagir avec elles. Et finalement, les fonctionnalités disponibles dans ces chatbots professionnels, en fait, on va devoir entraîner des modèles pour reconnaître des intentions. Ici, on voit des exemples autour de l'aliment. Finalement, aussi, l'utilisateur a écrit plusieurs phrases différentes, ça correspond à la même intention. Et on va lui demander est-ce que c'est bien cette intention-là que tu veux utiliser. Et derrière, on va pouvoir enchaîner les questions-réponses sur le sujet. Donc il y a un vrai enjeu de personnalisation de la relation client. On l'a vu, l'aspect push est très intéressant pour les entreprises, parce que l'idée c'est de valoriser l'historique de données qu'on a sur les clients pour essayer d'interagir avec eux, les aider sur le terrain, sur je sais pas quoi, des choses en santé animale, un médicament que je dois mettre tous les 3 jours, est-ce que tu l'as bien mis? L'utilisateur va répondre oui, on va lui répondre quand, et du coup on va enregistrer ça. On a travaillé sur ce sujet depuis 2018, et d'ailleurs les chambres d'agriculture ont un projet en cours sur le sujet. Je te laisse en parler, Philippe. Ouais, je voulais revenir sur cette question des chatbots là, parce que encore une fois par rapport à la remarque que je faisais tout à l'heure sur la densification et la massification, nous aujourd'hui on a comme je vous disais 20 000 éleveurs qui sont abonnés à un service, et on a plusieurs centaines d'éleveurs qui chaque jour reçoivent une alerte le matin par rapport à des mouvements d'animaux qu'ils doivent enregistrer, et qui potentiellement pour diverses raisons, ils ont oublié de le faire, et alors ils ont un délai pour pouvoir le faire. Et donc, nous, on leur envoie une alerte tous les matins, et si effectivement ils poursuivent le dialogue avec le robot conversationnel, donc en quelques SMS aujourd'hui et par conversation demain, et ben du coup, ils vont jusqu'au bout, et leur notification de sortie est prise en compte, ils peuvent passer à autre chose, ils peuvent se consacrer à leur journée de travail. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on est sensible aux solutions qui apportent un plus pour un maximum d'éleveurs, dont celle-là, sur laquelle on est partenaire. Donc, comme on l'a vu, c'est un élément parmi la thématique autour, on va dire, moi, ce que j'appelle mobilité augmentée, qui va intégrer ça, du conversationnel, du vocal, de la réalité augmentée, des choses comme ça.
Et donc, du coup, finalement, on voit qu'à travers tous les exemples qu'on a vus là, finalement, l'IA va s'inviter un petit peu à toutes les étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la production et de la valorisation de la donnée. Et du coup, justement, Jérémy avait un petit... en tout cas, des je choses à pensais que dire c'était sur important de... Alors, ça concerne beaucoup la donnée vidéo, image et son, qui sont des données, alors pour le son peut-être pas, mais vidéo et image, d'ailleurs, sont des données beaucoup plus lourdes à traiter, c'est pas des données numériques. Aujourd'hui, on a vraiment plusieurs problématiques pour appliquer ce genre de technologie dans les élevages. La première, c'est la capacité. Aujourd'hui, la plupart des solutions qui utilisent de l'IA, comme disait Xavier tout à l'heure en introduction, sont sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'on a la puissance de calcul illimitée. On a la possibilité aussi de rationaliser tous les développements qu'on fait sur des modules d'intelligence artificielle. Mais ça apporte quelques problèmes. Le problème, déjà, c'est la connectivité des élevages en France. Donc, on va en parler tout à l'heure avec il y a des projets, notamment le projet 5G for Agri, qui vont permettre d'explorer des pistes. Mais c'est pas que la connectivité, c'est aussi notamment tout ce qui est en production animale, c'est le fait que des images et des vidéos sortent de l'élevage. Et là, il y a des problèmes de confidentialité, d'utilisation détournée de ces informations-là. Et donc aujourd'hui, il y a plein d'approches différentes qui sont testées. Il y a ce qu'on appelle le FOC, et l'idée c'est de venir redescendre le cloud au niveau de l'élevage, et donc d'avoir une organisation, par exemple, sur de la surveillance vidéo, vous avez un système de surveillance vidéo où l'analyse va être faite in situ sur la ferme. Donc ça permet de s'affranchir déjà de la connectivité de l'élevage, puisque les volumes de données sont traités sur la ferme. Ça permet aussi que les données ne sortent pas de l'élevage. Donc pour la confidentialité et l'utilisation des données, c'est une bonne chose. Mais en termes de maintenance, de technologie, c'est différent, parce que là, il faut être capable de déployer ce genre de technologie sur tous les élevages. Et donc, les premiers élevages qui vont franchir le pas seront les élevages qui ont la capacité de financer, d'installer ce genre de choses. Et plus on avance, plus on va vers le edge computing, donc où l'idée c'est l'analyse se fait carrément dans le matériel. On se fait dans la caméra. Aujourd'hui, on travaille déjà, et je pense que Copisque est là aussi, est bien placé pour en parler, mais les gros constructeurs aussi de caméras de surveillance commencent à déployer des caméras qui ont la capacité de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle directement sur la caméra. Et là, on est en une étape encore plus loin, où l'analyse qui sort aujourd'hui de la caméra, c'est vraiment le résultat de l'analyse, et c'est du flux de données qui va pouvoir être traité. C'est vrai que c'est un vrai enjeu, qu'on descende finalement, on l'a fait dans des smartphones, alors c'est en fonction de la complexité des modèles et de ce qu'on fait, et pour autant, effectivement, la puissance de calcul nécessaire utilise souvent ce qu'on appelle la GPU, des cartes graphiques, qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver d'ailleurs, et du coup, il y a un vrai enjeu autour de ça. On se disait que pour finir justement, pour montrer l'intérêt et cet écosystème AgTech qui travaille ensemble, on est tous impliqués dans un projet qui s'appelle 5G for Agri, et puis du coup on a Lucie qui est chef de projet sur le projet qui va vous le présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme a introduit Xavier, Lucie Lefebvre, je suis chargée de projet 5G for Agri à la Chambre d'agriculture également. Donc c'est un projet qui nous réunit tous les trois, Adventiel, Dilepix et la Chambre d'agriculture, qui du coup a vu le jour en réponse à l'appel à projet plan de relance et du programme d'investissement d'avenir qui s'appelait Souveraineté dans les réseaux de télécommunications afin d'accélérer les applications de la 5G. Donc en partenariat avec le ministère de l'économie et la BPI France. Donc c'est un projet qui nous réunit tous les trois, mais pas que. On est une douzaine de partenaires de la robotique, du numérique, des startups et aussi des établissements comme la Chambre d'agriculture ou des établissements d'enseignement et de recherche. Et le projet a pour objectif en fait de créer une plateforme collaborative d'innovation pour développer les cas d'usage de la 5G en agriculture. Donc on va commencer à travailler sur les fermes expérimentales, d'abord les établières, qui est la ferme expérimentale de la Chambre d'agriculture à La Roche-sur-Yon, qui grâce à sa proximité avec la ville est déjà couverte en fait 5G. Et puis ensuite Derval qui dans le 44 devrait, si c'est possible, Coran tient sa promesse, être couvert
être couvert 5G d'ici 18 mois. L'idée, c'est d'identifier les potentialités et d'éprouver les solutions du numérique sur ces fermes expérimentales et avec tous ces partenaires qui s'incluent dans toute la chaîne de valeur de la donnée, de la captation à son traitement et aussi à la réglementation et la gestion de la data comme les précédents intervenants ont pu en discuter. Le but aussi, in fine, c'est bien sûr de permettre à l'agriculture de saisir les opportunités qu'offre le numérique pour relever tous les défis qui vont s'imposer à elle, notamment l'environnement, l'alimentation et les défis sociaux et sociétaux que vous connaissez déjà bien tous. Et puis pour finir, donc les cas d'usage qui vont être du coup travaillés au cours de ce projet. Pour commencer, au niveau du volet végétal et de la robotique des cultures, ça sera la géolocalisation et la téléopération de robots, donc le pilotage à distance. La collecte massive d'images au champ par les robots et la valorisation en temps réel via des OAD que la 5G devrait potentialiser très rapidement. Et puis au niveau du volet animal, e-santé et bien-être des animaux, ça sera de la télémédecine vétérinaire. Dans les partenaires, on a notamment Oniris, l'école veto de Nantes, et puis le suivi et le monitoring des animaux en extérieur. Et ça, ce sont les premiers cas d'usage envisagés lors du dépôt du projet. Mais évidemment, on va s'attacher aussi à essayer d'imaginer et d'innover sur des cas d'usage futurs au gré de toute l'intelligence qu'auront les partenaires quand ils travailleront sur nos fermes. Voilà. Ok, je crois qu'on en a terminé. Si vous avez des questions pour les uns ou les autres.